Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Ce sont les habitués de la maison que j'accueille ce matin sur le plateau quand on parle tremblement de terre, quand on parle séisme. D'abord, l'ingénieur Claude Prepty pour le travail réalisé avant le séisme de janvier 2010 et ce qu'il continuait de faire tout de suite après le tremblement de terre. Éric Calais, de son côté, est toujours avec nous pour nous aider à comprendre le phénomène, pour nous rappeler que la Terre tremblera encore et continuera de trembler, tout autant qu'il y a la vie. Ils sont avec nous ce matin, pas pour nous expliquer encore le phénomène, mais aussi non plus pour calmer les esprits, pour dire non, écoutez, il faut comprendre, on ne pourra pas vous dire que dans quelques heures, la Terre va trembler. Il est là aujourd'hui pour un certain nombre d'informations. Éric Calais, bonjour, merci d'être avec nous ce matin encore une fois. Bonjour Wendell, toujours un plaisir d'être sur Métropole. Ingénieur Claude Prepty, bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour Éric, bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Il n'y a pas de dernières nouvelles en termes de tremblement de terre. Alors, les dernières nouvelles sont que le pays qui est suivi sismiquement montre une activité, je dirais, normale. Les failles continuent, comme je le dis à chaque fois que je viens dans cette émission. On a les informations qui sont d'ailleurs en partie collectées par le Bureau des mines, par la Faculté des sciences, l'unité de recherche en géosciences de la Faculté des sciences. On sait que la situation est telle que les failles continuent d'accumuler de la déformation, de l'énergie pour les séismes futurs. Donc, rien n'a changé de ce point de vue. Quand vous dites normal, situation normale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire normal pour une zone sismique active. Ce serait la même chose, c'est la même chose en Californie, c'est la même chose au Japon. C'est-à-dire on le sait, maintenant je pense que les gens commencent aussi à le comprendre, sur une île qui doit son existence au fait qu'on est à la frontière de plaques tectoniques. Il y a des failles qui produisent des séismes. Dans ce contexte-là, d'un point de vue géologique, alors ce que je voudrais comprendre, voilà. C'est que quand vous dites, en fait, pour les Haïtiens qui nous suivent, quand un géologue, un sismologue dit que la situation est normale, écoute, ça surprend. Ouais, ça surprend dans la mesure où, si je crois bien comprendre vos explications, Éric Calais, c'est parce que les failles continuent d'accumuler de l'énergie. Donc c'est ce que vous appelez normal. Oui, c'est ce que j'appelle normal parce que c'est ce que la Terre, c'est ce que Haïti fait, c'est ce que les failles en Haïti font depuis des centaines d'années, depuis des milliers d'années, depuis des millions d'années. Elles ne peuvent faire que ça et le territoire de cette île ne peut faire que ça. Donc la situation normale, d'un point de vue géologique, c'est ça. Est-ce qu'il y a des situations anormales? Alors la situation anormale, ce serait s'il y avait une crise sismique, une augmentation soudaine ou sur quelques semaines des petits tremblements de terre dans une zone donnée. On n'observe pas ça actuellement, en tout cas sur l'île d'Haïti. La situation anormale serait si on pouvait identifier une faille qui soudain commence à bouger plus vite ou moins vite que la normale, justement. Ce n'est pas le cas. Donc on est dans une situation, la situation qui existait avant le 12 janvier, la situation depuis le 12 janvier est la même. Les failles accumulent de l'énergie de manière normale. Nous devons comprendre, Éric Calais et Claude Prepty, que la situation était normale avant le 12 janvier. Elle était normale du point de vue géologique. Du point de vue géologique, c'est la manière dont la Terre fonctionne. Ce n'est pas nous qui allons la changer. Donc la Terre fonctionne dans des zones comme Haïti ou dans des zones comme la Californie ou le Japon ou le Chili. De cette manière, des failles qui accumulent de l'énergie pour des séismes à venir. Ça, c'est géologiquement normal et soit on l'accepte, cette normalité, soit on ne l'accepte pas et alors il faut aller habiter ailleurs, en Sibérie ou au Canada ou je ne sais où. Je voudrais comprendre aussi, je voudrais vous demander, Éric Calais, on parle d'augmentation de séisme, augmentation de tremblements de terre, qui seraient beaucoup plus nombreux que d'habitude ces dernières semaines.
Effectivement, j'ai entendu parler de ça. J'ai une collègue sismologue de Trinidad a fait des annonces dans ce sens-là. On a regardé nous-mêmes les données. Il y a à l'échelle de la Caraïbe dans son ensemble, et certainement à l'échelle de l'île d'Hispaniola ou d'Haïti, on n'a pas pu observer, nous, d'augmentation significative de la sismicité. Vous savez, il y a toujours de la variabilité, c'est un petit peu comme la température, comme le climat. Bon, il y a une variabilité, il y a des variations d'une année sur l'autre. Mais rien, en tout cas que j'ai pu observer moi, n'indique une accélération actuellement qui irait vers une crise catastrophique quelque part dans la Caraïbe. Est-ce que vous avez procédé par comparaison? Oui, alors en regardant non seulement une année, mais sur 30 ans de sismicité qui existent dans la région, regardez s'il y a quelque chose qui nous indique une accélération ou une décélération dans différentes régions de la Caraïbe. Et à mon avis, et c'est l'avis d'autres collègues aussi, on n'observe rien de spécial maintenant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et ça nous a vraiment inquiétés, alarmés. Oui, bien sûr. Et je pense que ce qui a alarmé les gens... Est-ce que vous mettez en doute la capacité de votre collègue? Non, absolument pas. Ou bien son interprétation qui peut être équivoque ou laisse à désirer? Non, je pense que peut-être il y a peut-être eu un petit défaut de communication. Je pense qu'elle a employé un mot qui peut être très mal interprété, c'est le mot imminent. Donc une accélération de la sismicité, un grand séisme imminent. Sachant que imminent pour un sismologue ou un géologue, c'est sur l'échelle de temps géologique, que c'est sur des années, des dizaines d'années, voire plus. Alors que imminent pour le commun des mortels, c'est maintenant. Oui. Ça va arriver maintenant. Ou dans les prochaines heures. Ou dans les prochaines heures. Quand je sors de ce studio, c'est là que ça va arriver. C'est ça que ça veut dire imminent. Le sismologue qui ne fait pas peut-être bien attention aux mots qu'il emploie, s'il dit imminent, pour lui, ça veut dire dans les années qui viennent. On ne sait pas, mais bon, ça va arriver. Tout comme on peut dire qu'un tremblement de terre majeur est attendu en Californie, en Haïti ou ailleurs. Voilà, tout le temps. Et à l'heure actuelle, je ne pense pas que ce soit possible, ni utile d'ailleurs, de parler d'imminent. C'est possible, je pense que maintenant les gens l'ont compris, n'importe quand, dans une heure, dans un an, dans 10 ans, dans 100 ans. C'est vrai partout dans le monde où il y a des tremblements de terre. Et donc la question, ce n'est pas la question de l'imminence. Il faut arrêter de fantasmer là-dessus. La question, c'est je sais qu'un séisme aura lieu, peut-être pendant ma vie, peut-être pendant la vie de ma maison, de mon entreprise, de mon école. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Est-ce que c'est correct de dire que chaque pays à la sismicité active attend son big one? Oui, exactement. C'est tout à fait correct de dire ça. Chaque pays a la sismicité active, attend son big one. En Californie, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup d'exercices qui sont faits, beaucoup de préparation. Il y a maintenant un système d'alerte précoce des tremblements de terre qui a été mis en place. Le Japon, même chose. Le Chili, même chose. Haïti, même chose. La Dominicanie devrait penser de la même façon, etc. Donc, effectivement, chaque pays sismiquement actif, attend un big one. Et la question, encore une fois, c'est pas de l'attendre, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant? Est-ce qu'on attend en croisant les bras et puis... Comment se préparer? Voilà, c'est toujours cette même question. Maintenant, permettez que je m'adresse à notre ami Claude Prepty, ingénieur. Et est-ce que c'est vrai qu'il y a de nouvelles failles, de nombreuses failles, jusque-là non découvertes, qui ont été récemment découvertes en Haïti? Bon, vous savez, les failles, il y en a partout en Haïti. Oui. Et je vous dis, on va ça encore. Il y a plus de failles qui sont capables de provoquer des tremblements de terre en Haïti que nous pas connectés existaient avant et que je dis que nous connaissons. Bon, après 2010, il y a de nouvelles failles qui sont découvertes dans l'étude de microzonage sismique. Mais failles, ça était toujours là. Oui, était toujours là. Mais nous ne pas connaître nous-mêmes. Nous pas connaître et si pas favoriser la recherche, si pas chercher failles, on ne peut pas besoin. Donc il faut qu'il y ait une recherche. Et des recherches très pointues par des spécialistes et au fur et à mesure qu'on va chercher et sous-chercher, on va besoin. Et nous faisons commencer à joindre. Maintenant, tellement il y a en pile. Il y a en pile, parce qu'il n'y a pas quelqu'un que nous ne connaissons pas. En même temps, à un moment donné, ingénieur Prepty, tout de suite après le 12 janvier, il y a des gens qui étaient évoqué nécessité pour déplacer la capitale là, mettre le plateau central, estimant que le plateau central est moins sismique que Port-au-Prince. Et je dis, on dirait de temps en temps, vous entendez, le plateau central bouger, secouer. Bon, c'est parce qu'avant, nous n'avons pas de surveillance dans la zone. Donc, de temps en temps, on a une secousse qui fait dans le plateau central. Et le plateau central n'est pas aussi sûr que vous ne pensez.
peut-être qu'il y a des failles qui traversent les que nous ne connaissons pas, que nous ne pouvons pas découvrir. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que, historiquement parlant, nous n'avons jamais vu que la plateau centrale a un gros tremblement de terre qui fait, bien que gain qui est capable de faire du côté de la République dominicaine. On connaît que on est capable de traverser les frontières et puis il fait des dégâts parce que la construction est très mal faite. Mais il ne faut pas oublier que le plateau central sont une zone intermédiaire entre le nord et le sud. Donc, un gros tremblement de terre qui fait au Cap Haïtien, ou à ressentir dans le sud, ben, il a passé par le plateau central. Un gros tremblement de terre qui fait dans le nord, il a passé par le plateau central. Donc, cette zone intermédiaire capable toujours recevoir des secousses. Maintenant, peut-être que le degré de sécurité qu'on a besoin dans le Caillou pour le nord et pour le sud, ce n'est pas le même degré de sécurité. Hein. Mais quand même, il faut que nous continuions à faire recherche pour nous voir est-ce que pas y a des failles qui vraiment est dans une zone qui est capable de provoquer des dégâts beaucoup plus importants. Mais est-ce que, en termes de tsunami, par exemple, plateau central, c'est l'endroit idéal pour mon été? Bon, c'est sûr que le plateau central, c'est une zone qui est enclavée, pas touchée par la mer. Donc, pas aucun côté de la plateau centrale qui est en contact direct avec la mer. Or, pour un tsunami, il faut que faille la passer dans la mer. C'est vague la mer qui déferle les sur l'île. Donc, pas question d'avoir le tsunami au plateau central. Ça, sur ce point, on est d'accord. Parce que le plateau central, son département intérieur lié. Donc, il n'est pas en contact avec la mer. Mais c'est différent pour la côte nord, par exemple, ou bien encore la côte sud. Pour avoir voyagé si fréquemment en Haïti, vous comprenez un peu le créole. Là, j'ai tout compris. Là. Ah, ça c'est encore intéressant. Mais vous avez des difficultés à vous exprimer en créole. J'ai des difficultés à m'exprimer quand il s'agit de parler comme ça de manière intelligente avec vous, Wendell, avec Claude. S'il s'agit de commander à manger ou de demander mon chemin, je peux y arriver, mais pas vraiment au-delà. Ah, bon, alors on va essayer ce matin. On va faire un petit test dans un instant. Attention. Alors dites-nous, et Claude Prepti, ingénieur Claude Prepti, si nous comprenons une explication, Eric Calais tout à l'heure, il y a pile d'informations qu'il y a sur Internet et autres. Ça a tapé sur les faire mon fou que pour le pour rassurer mon. Comment pour nous comprendre, c'est qu'avant 12 janvier 2010, le phénomène de tremblement de terre n'a pas connu en Haïti. Tout le monde vit de janvier, et puis avec Internet, réseaux sociaux, tout le monde connaît sur téléphone, en contact avec des stations, des réseaux de surveillance, ou informé à la seconde que le tremblement de terre fait. Donc nous venons beaucoup plus sensibles à ce phénomène. Nous venons gagner plus d'informations sur le phénomène sismique. Avec le réseau de surveillance que nous avons en Haïti, donc nous émettons des bulletins trimestriels, depuis que nous avons secousse qui fait, nous ressentir nos informations, nous voyons sur WhatsApp, tout le monde informé. Donc nous avons l'impression que la sismicité a augmenté. Mais en fait, Jean-Éric Tabdia, ce bagage qui est tout à fait normal, il n'a pas augmenté. Parce que pour l'année 2018... Non, mais Trinidad, là, les mêmes sont tête chargées que ça y est. Hein? Bon, parce que m'imagine les quantités de messages que nous recevons, des gens qui ont dit attention, gagnez un sismologue trinidadien qui dit que nous parlons pour un tremblement de terre bientôt majeur et qui a concerné toute la région. Mais vous songez que nous avons fait une intervention sur ça. Et nous avons bien dit que bon, ça, c'est un bagage qui concerne la zone de Saint-Kitts. Et pas un terme imminent par le vocabulaire sismologue. Pas un tremblement de terre imminent. Tout simplement, il observe que il y a une crise sismique dans la zone pendant un week-end. Donc, il attire l'attention sur la crise, c'est tout. Mais interpréter, il dit que il y a un tremblement de terre imminent, c'est très difficile. Il n'est pas capable de dire ça. Donc, pour l'année 2018, la surveillance que nous faisons a montré que nous enregistrons à peu près une cinquantaine de secousses en Haïti. Pour la seule année? Pour la seule année. Avec des magnitudes variant entre 2,8 et 5,9. Maintenant, pour les magnitudes inférieures, il y a plus que ça. Parce que plus on descend dans la magnitude, c'est plus le séisme a augmenté. Maintenant, pour train ça, nous enregistrons à peu près une cinquantaine. Maintenant, qui répartition géographique cinquantaine ça, nous constatons que 49% situés dans le nord, le Grand Nord. 49%. Il y a 37% qui sont situés au niveau de la presqu'île du Sud, avec une concentration pour le département des NIP et une concentration tout pour la zone de Lac-Azui. Okay. Son zone cap secoué en pile ces jours-ci. Maintenant, la révélation, c'est que nous voyons en face de Gonaïve, dans la mer, entre la partie sud de la presqu'île du nord-ouest et la Gonave, il y a pile de secousses que nous avons enregistré tout, à hauteur de 14%. Donc, c'est l'observation que nous faisons pour l'année 2018. Mais pas une augmentation de la sismicité par rapport à 2017. Même à travers le monde. Parce que nous consultons les statistiques, statistiques mondiales,
nous voyons que, bon, depuis 1900, on a regardé jusqu'à aujourd'hui, il y a des années, il y a plus que 15 000 tremblements de terre qui fait, il y a c'est 14, il y a c'est 12, donc il varie d'une année à une autre. Maintenant, ce qui change, c'est le nombre de morts. Parce que même si pas un gros écart d'une année à une autre, ce qui change, c'est la quantité de monde qui mourit pendant l'année, dépendamment de pays qui sont touchés par le tremblement de terre. Oui. Par exemple, en 2010, il y a 13 000 tremblements de terre qui fait à travers le monde, qui partent une augmentation de la sismicité. Mais quand même, il a été révélé qu'il y a 320 120 morts. Et dans 320 120 morts là, il y a 250 000 qui sont en Haïti seulement. 78%. Donc pour l'année 2018, il a enregistré près de 3155 morts. Mais la donne, plus gros en Indonésie, c'est en Indonésie, avec un tremblement de terre de magnitude 7,5. Il y a 2256 morts. Mais est-ce que c'est tremblement de terre là, proprement parler, qui tue Mounio, ou est-ce que c'est pas tsunami qui tue Mounio? Bon, le plus souvent, c'est le tsunami qui tue Mounio, parce que, pas oublier l'enfer. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas de tsunami, c'était Kai qui tue Mounio. Oui, c'était tremblement de terre de magnitude 7. Et pour l'année 2010, il y a 23 tremblements de terre de magnitude comprise entre 7 et 7,9. 23. Bon, ingénieur Petit, au compte ça qui est intéressé Mounio là, pour nous connaître, puisque c'est une autorité, aujourd'hui, d'ailleurs, me connaît, qui s'est changé en Haïti 9 ans après? Parce que bientôt, nous allons commémorer le 10e anniversaire du tremblement de terre. Parce que ou toujours demandé pour nous parler. C'est pareil pour nous parler. Est-ce qu'on sentit que nous commençons à parler pour un tremblement de terre majeur? Pour nous répondre à la question, ça, il y a deux questions que je me posées. Qui attend nous dans le domaine après 2 janvier? Qui ça que nous inspiré? Ensuite, nous avons fait un bilan chaque année, ça fait pour la 9e fois que je pose une question. Qui ça a changé? Maintenant, qui ça a changé par rapport à quoi? Est-ce que nous avons un objectif pour nous dire que mon programme que nous avons gagné, mais ça nous voulait faire? Et puis, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, nous avons gardé le programme. Est-ce que nous avançons par rapport au programme? Si nous avons un bilan qui est actif, qui est passif, un bilan référé au contenu, au programme. Tout d'abord, est-ce que nous avons un programme? Et deuxièmement, qui ça que nous attendons pour nous dire que quelque chose a changé? Je que, premièrement, nous attendons que nous ayons une meilleure idée de la sismicité locale et régionale. Parce qu'avant 2 janvier, pas de gain ça. Une meilleure idée. Donc pour cela, il faut que l'institution qui occupe de ça, l'université, tout scientifique, aient plus d'informations, aient plus de recherches qui fait. Il faut que nous ayons plus d'importance à la science pour nous avoir une meilleure sismicité locale. Et deuxièmement, nous attendons à ce que nous construisons mieux. Pour construire mieux, il faut qu'il y ait des codes de construction, qu'il y ait des règlements. Est-ce qu'on mise en application de ça qui existait? Est-ce que vraiment nous construisons mieux? Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un effort fait dans ce sens-là? Est-ce que vous pensez que nous construisons mieux et que nous n'avons pas gagné même quantité de dégâts si on tremblement de terre de magnitude 7? Donc, je vais finir avec le bilan, après ça, je vais poser une question ça encore. Troisième attente là, en termes d'éducation, de sensibilisation, est-ce que pendant 9 ans, nous faisons plus de sensibilisation? Est-ce que la population est mieux informée? Est-ce que les gens qui sont dans l'école sont mieux informés de phénomènes sismiques pour ne pas paniquer dans le tremblement de terre? Et enfin, est-ce que pendant 9 ans, ça, nous augmentons la capacité de réponse? Par exemple, moi, que les problèmes pompiers, les problèmes récurrents, tout le monde a parlé de pompiers. Effectivement, sous pas un système de pompiers qui a fonctionné, parce que nous pensons que les pompiers là seulement pour éteindre du feu. J'ai eu l'occasion d'assister à un exercice de simulation à la Martinique. C'est les pompiers qui ont fait sauvetage, qui ont fait déblayage. Dans le nord, nous avons un embryon de l'équipe de pompiers qui ont fait travailler ça très bien. Mais est-ce que nous avons dans tout le territoire? Est-ce que le corps pompier nous avons vraiment formation avec les moyens qu'il faut pour intervenir? Le tremblement de terre, pour faire sauvetage, déblayage, et puis remettre les monio à la protection civile. Donc, les pompiers ont un rôle pour jouer tout. Ils regardent l'état que les pompiers vivent, local que gagnent. Dernièrement, je suis allé à Martinique avec le maire Edelma. Il a invité nous dans une passation de pouvoir. Il a changé de maire. Et nous avons visité un local, les sapeurs-pompiers, dans une commune qui est Lamentin. C'est un extraordinaire. On regarde le local. On regarde les corps pompiers, on regarde les dortoirs, on regarde les machines qui ont gagné, équipements, formation qui ont gagné. Et les gens sont prêts pour intervenir à n'importe quel moment. Mais est-ce que nous sommes prêts pour... Et puis ça, c'est environ 500 000 habitants qui ont gagné.
bon, en tout cas, ils prennent les dispositions qu'il faut. Donc, c'est toute attente ça. Donc, si nous faisons un bilan pendant 9 ans, il faut prendre chaque axe pour nous. Dans quel sens que nous avançons? On a retourné sur la question de pause tout à l'heure, mais on nous prend pause là. Et là, nous retournons, non seulement on n'a pas retourné sur la question que nous pose là, mais nous parlons les prémices d'un tremblement de terre. Nous pourrons parler de prémices naturelles, si vous voulez. Est-ce que ça existait? Est-ce que vous autres scientifiques, est-ce que vous croyez dans ça? Est-ce que nous croyez qu'il y a des mouvements naturels qui permettent que nous dit que pour y avoir un tremblement de terre? D'ailleurs, vous parlez de l'activité qui a fait dans la Casoïe. Nous sommes avant 2010, tout niveau de l'eau ça a été monté. Et est-ce que ça a un rapport avec 12 janvier? Je ne sais pas, c'est nous-mêmes qui avons dit si c'est le cas en termes de prémices. Mais la bonne nouvelle, c'est que Eric Calais va permettre nous faire monitoring, va parler nous d'un appareil tout petit apparemment, mais qui est capable de permettre chaque Haïtien faire monitoring activité sismique de la caille. C'est-à-dire que moi-même, je arrête la caille à travers un équipement, un petit appareil que je viens là avec lui, que va parler nous de lui. Et cet appareil ça va capable de permettre que si tu as tremblé, même si c'est à magnitude 2, toi, au courant. Vous avez compris? Bien sûr. Bien sûr, oui, très bien. On observe la pause, à tout de suite. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. C'est le temps de la pause. On vous retrouve tout de suite après. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Avec nous, Claude Prepti et Eric Calais. On parle de tremblement de terre, les découvertes, les avancées scientifiques et technologiques. Et avant de parler des prémices, avant de revenir sur la question que j'ai posée tantôt à l'ingénieur Claude Prepti, voyons pour l'appareil. C'est quoi ça? Alors, c'est un petit sismomètre, le voilà, il est là, qui vaut $350. Donc $350, c'est le prix, là, vous avez 2 smartphones, là, ils valent chacun à peu près la même chose. Hein. Donc pour le prix d'un smartphone, on a un sismomètre qui est un sismomètre amateur, bien sûr, le capteur sismique est là, et puis à l'intérieur, on a une électronique qui permet d'enregistrer les informations. On se connecte simplement à Internet, donc on pose ça chez soi, par exemple dans son salon, on le connecte à Internet, à son routeur, on le connecte à l'électricité, c'est le même système électrique qu'un téléphone portable, et puis on le laisse. Et il enregistre l'information en continu. Et ça, on peut faire 2 choses à partir de ça. D'abord, pour le particulier qui met ça chez lui, eh bien, il peut avoir un monitoring de la sismicité autour de chez lui dans une zone de jusqu'à quelques dizaines de kilomètres. J'ai ici, je ne sais pas si on le voit sur l'écran, un exemple d'enregistrement. Vous voyez des enregistrements qu'on lit un petit peu comme sur une page de livre. Donc la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, tout ça, le temps s'écoule de haut en bas. Et vous voyez ici, par exemple, un séisme, un mouvement du sol un petit peu spécial. Troisième ligne, c'est ça? Troisième ligne, je mets mon doigt juste dessous. Ça, troisième ligne en bleu. Ça, c'est un tremblement de terre. Celui-là a eu lieu au large de Punta Cana hier en République dominicaine. Un autre exemple qui est encore, à mon avis, plus intéressant, j'avais mis cet appareil que j'ai là, je l'avais installé chez moi dans la zone de Frères, et dimanche, à 12h46, voilà ce qui a été enregistré par cet appareil. C'est un petit tremblement de terre de magnitude 3 qui a été localisé ensuite par le réseau sismologique dominicain dans la zone de fond parisien. Ici, vous voyez ce cercle orangé. Donc ça, c'est une information qui est intéressante évidemment pour les scientifiques. Cette information, l'information produite par cet appareil va compléter l'information disponible au bureau des mines, va compléter l'information sismologique de stations professionnelles, et puis en plus, et c'est peut-être ça qui est le plus important, ça rend les hébergeurs, les citoyens, les particuliers ou le secteur privé, peu importe, les personnes qui hébergent cet appareil, ça les rend acteurs de la sismologie. Ils peuvent voir ce qui se passe autour de chez eux. Ils peuvent s'intéresser, ils peuvent mieux comprendre les mouvements. On pourrait imaginer, par exemple, que plusieurs personnes s'équipent de ça et puis se mettent sur un groupe WhatsApp
Et puis commence à échanger de l'information. Dit, j'ai observé chez moi quelque chose de bizarre à 12h45 sur mes enregistreurs. Regarde chez toi et dis-moi si tu l'as enregistré aussi. Et comme ça, une petite sismologie citoyenne peut se mettre en place. On parle beaucoup dans le monde actuellement de sciences participatives. On pourrait avoir en Haïti, il n'y a pas de raison, des sismo-citoyens qui font de la sismologie participative. Pas besoin d'être scientifique, pas besoin d'être sismologue. Des gens normaux qui cherchent à comprendre ce qui se passe. Et on peut facilement interpréter aussi les données. Alors on peut facilement interpréter, on peut facilement les voir. Après, il y a évidemment quelques petites applications sur le téléphone portable ou sur un navigateur que n'importe qui peut utiliser pour regarder ces observations plus en détail, pour les interpréter, pour déterminer si est-ce que c'est un séisme ou est-ce que c'est un gros camion qui est passé dans la rue. Donc effectivement, est-ce que le sismomètre enregistre aussi les bruits provoqués par les camions? Bien sûr, il enregistre tout. Si vous donnez un coup de pied à côté, il va l'enregistrer. Et sur cette figure ici, toutes les petites... Mais comment faire la différence entre un tremblement de terre et un coup de pied donné Alors, la manière la plus facile de faire la différence, c'est... Si vous avez d'autres personnes dans la zone où vous habitez qui ont cet appareil, vous vous mettez sur WhatsApp, vous leur dites « Tiens, c'est bizarre, il y a quelque chose sur mon sismomètre parce que je l'ai vu ici. Est-ce que tu l'as aussi chez toi ?» Et à ce moment-là, il regarde, la personne regarde, et s'il y a quelque chose chez lui au même instant, c'est peut-être probablement un séisme. Si c'est quelqu'un qui a tapé dans votre sismomètre, qui a donné un coup de pied dans votre sismomètre chez vous, évidemment, ça n'a pas été ressenti chez votre voisin qui est de l'autre côté de la rue ou à 10 km de là. Alors, précisons que ça permet d'observer, mais ça ne permet pas de prévoir. Ça ne permet absolument pas de prévoir, ça ne permet pas de donner d'alerte. Il n'y a pas une alerte qui retentit, quelque chose comme ça. Donc ces appareils-là n'existent pas. Enfin, en tout cas, après le tremblement de terre de 2010, il y a eu beaucoup de fantasmes sur des appareils qui vont nous alerter. On va avoir une alerte et puis quelques minutes après, il y aura le tremblement de terre. Ça n'existe pas, ce genre de choses. Arrêtez un moment. Il y a une équipe que j'ai reçue il y a quelques semaines et qui affirme vous avoir contacté pour une expérience pilote dans les NIP, par exemple. Et après, ce sera dans le Grand Nord. Qu'est-ce que vous en savez? Bon, on est très ouvert à toutes les recherches qui se font dans le domaine, parce qu'il y a un pile laboratoire à travers le monde qui a fait des recherches, peut arriver et faire une prévision à très court terme, une sorte de prédiction. Donc, pour dire que, bon, dans 48 heures, dans 3 jours, par le tremblement de terre. Mais qu'est-ce que vous pensez de M. Sayo? On n'est pas encore au stade définitif, c'est un stade expérimental. Ce sont des gens qui font de la recherche, comme tout le monde. Il y a plusieurs laboratoires. Donc, il n'y a pas vraiment une méthode ou technologie qui dit qu'il y a prédit tremblement de terre. Ça n'existe pas pour le moment. Donc, il y a encore un stade expérimental. Donc, il a été contacté, nous pouvons connaître, si capable de venir en Haïti pour faire expérimentation. Mais pas question pour nous dire que bon, c'est une technologie qui est avérée et que nous pouvons prédit tremblement de terre. On n'est pas encore à ce stade. Récemment, moi, ils ont découvert de quelques scientifiques de Californie. Vous pensez que... Oui, c'est chez Calert, en Californie. Mais il faut que recevoir onde d'abord. Il recevoir la première onde là, et puis il y a 90 secondes, puis il dit, vous voyez sur le smartphone, attention, tremblement de terre qui fait, donc il y a 90 secondes pour évacuer. Donc c'est un système d'alerte qui fait après le tremblement de terre fait. Alors qu'il y a l'autre laboratoire qui a fait recherche tout, puis essayer de dire que, pour le tremblement de terre avant, par exemple, une technologie intelligence artificielle. Et un groupe franco-américain qui a fait des recherches, qui a essayé d'éduquer les appareils pour détecter le bruit qui est dans le sol là, donc avant le tremblement de terre. Et puis si on connaît le brouillard, si on est capable de dire qui le faire. Donc là encore, c'est un pile de recherche qu'a fait. Mais ça va prendre du temps. Nous-mêmes en Haïti, on n'est vraiment pas prêt à investir dans ce genre de choses parce que nous sommes prêts pour nous recevoir la technologie. Vaut mieux que nous investissions pour nous renforcer le réseau de surveillance sismique, former les jeunes. Parce que l'on dit qu'on est capable de prédire son fausse apparence de sécurité. Donc, on est capable de tromper la population. Donc, il vaut mieux que nous mettions tout le paquet sur l'essentiel, on fait éducation à la population, on nous porte à mieux construire, parce que la prédiction, c'est pour l'avenir. C'est pour l'avenir. Donc, nous suivons ça de très près, nous sommes très ouverts à toute recherche qu'a faite. Mais pour le moment en Haïti, on n'est pas prêt pour ce genre de choses. Alors, on va encore parler du sismomètre, mais avant,
On a parlé il y a quelques instants de prémices. Pas rien jusqu'à présent que nous avons au niveau de la nature qui permettent que nous rangeons plus, à part fréquence ou activité sismique intense. Pas rien. Généralement, on parle de l'attitude des animaux, du comportement des animaux. Donc, je vous dis que, bon, serpents, ou bien oiseaux, ou bien encore crapauds. Mais là encore, ce sont des hypothèses, des observations qui sont faites juste avant le tremblement de terre. Mais là, très difficile pour dire qui côté que le tremblement de terre n'a pas le fait, pour faire mon évacuer. Donc, la science pas en mesure et mettez comportement ça sous forme d'équation pour dire que, bon, voilà, et on va exploiter ces comportements et on formule pour dire qu'on prend le tremblement de terre. Tout ça encore, c'est dans le stade expérimental, c'est dans le stade d'observation, ce sont des hypothèses, mais qui peuvent vraiment... Mais bon rapport qui gagne entre, par exemple, l'étang de Miragouane, la Kazoï, qui t'a débordé. Et ça, nous avons enregistré ça juste avant 12 janvier. Bon, même après 12 janvier, il continue à déborder toujours. Ça veut dire que, pas oublier que la faille de la presqu'île du Sud qui relie l'étang de Miragouane et l'étang Somatre. Donc, il y a des études qui ont été faites, et actuellement, il y a des études qui sont faites par des scientifiques pour montrer une relation qui gagne peut-être entre déformation faille et débordement lac Saroto. Mais nous ne pouvons pas vraiment avoir des résultats précis pour dire qu'il y a une relation de cause à effet. Donc, c'est une hypothèse, ce sont des hypothèses. Et c'est là que la science est un petit peu difficile, parce que tout tant qu'on ne peut pas prouver, on vient avec des arguments qui valident les résultats, et que ça fonctionne partout, à n'importe quel moment, on est capable de dire que voilà une vérité scientifique. Donc ce sont des hypothèses, des recherches qu'on a faites, mais qui ne sont pas capables vraiment de dire que bon, c'est ça même qui était cause du tremblement de terre de janvier. Est-ce que les essais de certaines armes de guerre ou nucléaires peuvent provoquer le tremblement de terre dans un pays? Si oui, comment? Bon, oui, bien sûr. Généralement, on dit que 90% des tremblements de terre à travers le monde sont d'origine tectonique. Ces mouvements plaqueux, c'est ça que nous avons expliqué et Eric est capable d'expliquer. Maintenant, les 10% restants sont d'origine volcanique ou bien encore anthropique. Les explosions nucléaires souterraines, si on fait exploser une bombe quelque part, donc ça va provoquer la propagation d'ondes dans le sol. Donc, si Kawa mal fait, donc on est capable de mettre Kawa à la tête, même avec le tremblement de terre. Mais c'est des bagages qui sont faits très rarement, et puis pas oublier que l'Agence de l'énergie atomique, qui est une organisation internationale, on a fait signer à ces États-là des systèmes d'interdiction des essais nucléaires souterrains. Donc, il y a des réseaux, des sismomètres à travers le monde qui ont essayé d'enregistrer type de phénomène, type d'explosion, et ensuite, j'en recevoir et audio à partir de phénomènes naturels, au tremblement de terre tectonique, ou bien onde P, ou bien onde S, ou bien onde de surface, ce n'est pas le même genre qu'on recevoir aux explosions. Donc, on est capable de faire différence là. Donc oui, on peut le faire, mais ça arrive rarement. Ça arrive rarement. Et vous avez un mot Oui, non, je pense que j'adhère à tout ce que dit Claude. Alors, pour revenir quand même un petit peu sur ces affaires de prédiction, effectivement, au jour d'aujourd'hui, personne n'a trouvé cette espèce de pierre philosophale. Au Moyen-Âge, les alchimistes pensaient pouvoir transmuter le plomb en or grâce à la pierre philosophale. Et donc tout le monde cherchait cette pierre philosophale qu'on n'a jamais trouvée. Est-ce qu'il y a une pierre philosophale pour les séismes, c'est-à-dire quelque chose, un phénomène précurseur qui va nous permettre magiquement de les prédire? On cherche cette pierre philosophale, quelques équipes travaillent dessus. Je dois dire qu'en réalité, la plupart des équipes sérieuses de sismologie dans le monde ont abandonné ce type de recherche. Parce que, justement, comme disait Claude, elles veulent se concentrer sur des choses concrètes, sur comprendre le processus, comprendre la physique du processus sismique, observer les séismes grâce à des réseaux bien maintenus dans les pays où il y a de la sismicité, donc regarder le réel. Et la prédiction, je constate dans ma communauté scientifique, je lis tous les jours des articles sur les séismes dans différents journaux scientifiques, je ne vois rien sur la prédiction. Alors peut-être qu'un jour, dans 1 an, dans 10 ans, dans 100 ans, on aura trouvé cette pierre philosophale et on y arrivera. Et c'est bien qu'il y ait des gens qui y travaillent. Mais encore une fois, ce sur quoi il faut se concentrer, et certainement dans un pays comme Haïti à mon avis, c'est le concret de l'observation sismologique, de l'observation des failles et du travail sur la prévention de tout ce dont on a parlé. La bonne nouvelle, c'est que vous avez dit que les scientifiques ont abandonné les recherches.
Alors, les scientifiques, pas tous, il y a toujours des équipes qui travaillent à essayer de mais dans votre comprendre. communauté? Mais je vois que dans la communauté, parmi dans ce que je lis en tout cas, dans les ouvrages de référence, dans les journaux de référence de ma profession, je ne vois rien là-dessus. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est complètement impossible? Pas nécessairement. Mais j'observe que ce n'est pas ce sur quoi travaille la communauté C'est pas scientifique encore la priorité. sérieuse aujourd'hui. Le sismomètre, c'est accessible à tous aujourd'hui. C'est accessible à tous, donc on peut l'acheter sur Internet. Je ne veux pas faire publicité c'est une petite entreprise qui se trouve au Panama qui les fabrique. Et vous l'avez expérimenté vous-même à plusieurs reprises. Voilà, on en a installé un au Bureau des mines et de l'énergie. Moi, j'ai joué en quelque sorte avec celui-ci chez moi à Frères. On va en installer 8 dans le pays à titre expérimental, Jacmel, Ansavo, Saint-Marc, etc. Est-ce que c'est mieux que les premiers sismomètres Du Bureau des mines? Oui, du Bureau des mines. C'est pas Non, mieux. bien sûr. Les sismomètres du Bureau des mines, avec tout l'environnement, ce sont des sismomètres vraiment professionnels qui coûtent, je ne sais pas, à l'ordre de grandeur 35 000 $, 30-40 000 $. Alors, moi, je ne vais pas mettre un sismomètre chez moi à 30 000 $. C'est pas nécessaire. Je ne peux pas me le permettre. Peut-être que Radio Métropole, Radio Télémétropole vous permet de le faire chez vous, Wendell, mais pas chez moi. Par contre, 350 $, oui, ça m'intéresse peut-être. Même si j'étais un particulier, pas sismologue, pas scientifique, bon, je suis conscient qu'il y a des séismes, on en parle dans mon pays. Je veux avoir un peu d'informations. Et puis je veux participer aussi, parce que je sais que l'information que je vais collecter chez moi avec cet appareil va être utile aux scientifiques. Donc peut-être que je peux me décider pour 350 $ de devenir un citoyen participatif à la science, un sismo-citoyen en Haïti. Je sais que je ne fais pas d'alerte, je sais que je ne fais pas de prédiction, j'ai compris que c'était des objectifs qui sont extrêmement lointains. Mais par contre, aujourd'hui, concrètement, je peux faire quelque chose de simple en installant ça chez moi. Il y a un bénéfice pour le pays, pour la surveillance sismique, et puis il y a un bénéfice pour moi parce que je suis mieux informé. Donc, plus il y a des gens qui possèdent cet appareil, plus ce sera utile pour la communauté, d'après vous. Exactement, parce que pour enregistrer ces petits séismes dont je parlais tout à l'heure, et les localiser, obtenir une information scientifique, il faut qu'il y ait le plus possible d'appareils disponibles dans une zone donnée. Donc plus les particuliers s'équipent, et plus on a d'informations, plus le Bureau des mines, ou mieux le Bureau des mines sera en capacité d'utiliser cette information pour émettre des bulletins, comme le fait déjà le Bureau des mines de manière régulière. L'information sera plus précise et la prochaine fois qu'on viendra avec Claude, que Claude viendra voir Métropole et que vous lui poserez la question et le plateau central, peut-être que Claude pourra vous dire, ben oui, voilà, maintenant sur le plateau central, nous avons, grâce à des appareils supplémentaires, nous avons plus d'informations sur la sismicité de cette zone, sur les failles que nous n'avions pas vues auparavant. Mais concrètement, comment ça va aider les gens? Alors, ça va aider les gens, je dirais peut-être que ça ne va pas les aider certainement à prédire. Ça ne va pas les aider parce qu'ils n'auront pas une alerte qui va sonner. Ça, je le répète, on est clair là-dessus. Ça peut les aider s'ils sont intéressés à cette question des séismes. Si vous n'êtes pas intéressé au séisme, si vous n'êtes pas intéressé à votre environnement, bon, vous n'allez certainement pas investir là-dedans. Dans l'éventualité d'une construction que je veux faire, par exemple, dans une zone donnée, et dans cette zone-là, j'ai déjà une maison. Oui. Est-ce qu'elle peut m'aider? Par exemple, c'est tout comme si on fait le zonage, le zoning d'une zone. Est-ce que je peux l'utiliser, je peux considérer les données émises par cet appareil pour me décider, par exemple? Non, je pense qu'il faut être raisonnable. Ce n'est pas un appareil qui est fait pour faire de l'observation sismique chez soi pour dire est-ce que je mets ma maison ici ou est-ce que je la mets de l'autre côté de la rue. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Ce sont des appareils qui pourront, avec le temps, si vous l'installez chez vous, qu'il fonctionne pendant plusieurs mois, plusieurs années, il va contribuer à de l'information utile au microzonage. Mais c'est vraiment un appareil à vocation pédagogique, un appareil qui doit permettre à tout un chacun de mieux comprendre les séismes.
d'être finalement en contact avec son environnement sismique, parce qu'on va voir des enregistrements, parce qu'on va se poser des questions, parce qu'on va échanger entre concitoyens sur les observations qui sortent de ces petits sismomètres. Voilà ce que ça fait. C'est un appareil à vocation pédagogique pour les citoyens, pour qu'ils soient mieux informés. Disponible où? Alors, il y a plusieurs types de constructeurs qui font la même chose. Celui-ci s'appelle Raspberry Shake. Raspberry Shake. Raspberry comme la framboise en anglais, shake comme un milkshake ou bien comme secoué. Donc, raspberryshake.org, et on peut trouver de l'information sur cet appareil. On va appeler. Raspberry, c'est R-A-S-P. RASP, donc R-A-S-P. RASP, ok. Berry, B-E-R-R-Y. Shake, S-H-A-K-E. Ok. raspberryshake.org. Et on trouve toute l'information. Ça, sur Internet. Donc, il n'y a pas un petit magasin en Haïti où ces sismomètres vont être installés. Non, ils sont disponibles uniquement sur Internet par cette petite entreprise. Il y a actuellement environ près d'un millier de ces stations qui existent dans le monde, donc près d'un millier de particuliers, alors évidemment surtout aux États-Unis, beaucoup en Europe aussi, qui ont installé ces petits appareils chez eux. En Californie, il y en a beaucoup, mais dans d'autres parties des États-Unis aussi, justement parce qu'ils sont curieux. Il y a beaucoup de gens qui sont curieux de la science et qui n'ont pas la possibilité de faire des mesures chez eux, qui n'ont pas la possibilité de participer à... Certains, par exemple, vont mettre une station météorologique dans leur jardin pour enregistrer les températures, pour essayer d'enregistrer l'hygrométrie, etc. Bon, on peut aussi installer une station sismologique maintenant chez soi pour mesurer les tremblements de terre et pour être un citoyen qui participe à la science parce qu'on est curieux. Et on n'a pas besoin d'être scientifique pour ça. Pas besoin d'être scientifique. Ni un intellectuel avancé. Absolument pas. On peut facilement lire à partir des données qui seront sur l'ordinateur. Voilà, et puis je pense qu'il faut qu'autour de ces appareils se forme, comme c'est le cas dans d'autres pays, une petite communauté de gens qui discutent. Il y a des groupes WhatsApp sur les matchs de football, sur les voitures, sur je ne sais pas, les chaussures, il devrait y avoir un groupe WhatsApp sur les séismes enregistrés par ces petites stations où les gens peuvent communiquer. Il y a des groupes WhatsApp surtout en Haïti. Exactement, donc pourquoi pas là-dessus? Oui. Et son autonomie? Alors, son autonomie, c'est un appareil qui a besoin d'être alimenté par le même type de courant qu'un téléphone portable, qu'un chargeur. C'est la même chose qu'un chargeur de téléphone portable. Si le courant s'arrête, l'appareil s'arrête malheureusement. Donc évidemment, il vaut mieux être dans une zone où il y a le maximum de continuité du courant, un backup, inverteur, génératrice, etc. On connaît les difficultés de continuité d'électricité en Haïti et puis une connexion à Internet que beaucoup de gens, un certain nombre de personnes ont chez eux. Donc si vous avez chez vous un courant à peu près continu et une connexion Internet à peu près continue, et vous investissez dans ce type d'appareil, vous le connectez et vous avez directement des outils sur votre téléphone, sur votre navigateur Internet, sur votre ordinateur, pour voir ce qui se passe et vous contribuez de l'information sismologique au bureau des mines et d'énergie, par exemple, qui va l'utiliser ensuite. Ça garantit... Alors là, vous me posez une question compliquée. Ce sont des appareils, je ne sais pas quelle est la garantie sur cette... Je l'ai acheté, donc j'aurais dû m'en inquiéter, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas ce qu'elle est. Donc les auditeurs et téléspectateurs regarderont eux-mêmes sur le site raspberryshake.org pour trouver cette information. Ce sont des appareils nouveaux, ça n'existait pas il y a 2 ans. Donc ça fait à peine 2 ans qu'ils existent. Donc tout ça, c'est une expérience grandeur nature. Peut-être, j'espère qu'on se rendra compte de leur véritable utilité. En tout cas, sur les 2 ans passés, ils ont été extrêmement utiles dans différentes communautés. C'est très utile aussi dans les écoles. Voilà, les écoles peuvent à partir de ça organiser tout un tas d'activités pédagogiques pour expliquer aux enfants, voilà, un tremblement de terre, voilà ce que c'est, voilà l'image d'un tremblement de terre que donne un sismomètre, voilà comment on l'utilise. Il y a déjà certaines écoles qui sont très proactives là-dessus, le collège Katz-Pressoir, que Claude connaît très bien, qui travaille beaucoup dans ces directions-là, et d'autres aussi dans le pays. Donc voilà le type d'instrument qui peut être installé dans un environnement éducatif. On est dans l'éducation, on est dans la pédagogie, on est dans la réponse à des gens curieux, on n'est pas dans les fantasmes de prédiction ou d'alerte.
Hein, voilà. Donc la première chose, c'est de demander aux gens de s'organiser, de former une équipe, une petite communauté, dans leur quartier par exemple, dans leur zone de résidence, et là de se débrouiller pour acheter ce sismomètre de manière à pouvoir partager les informations. Oui, c'est ça, acheter ce petit sismomètre. Et puis ensuite, alors il va falloir qu'on fasse un petit travail, nous aussi les sismologues, pour aider ce début voilà, de mise en place de communauté. Mais il faut ensuite, vous pouvez voir sur une carte, sur votre téléphone aussi, vous pouvez voir dans votre zone qui en a installé. Vous pouvez voir où, en tout cas, sont les autres. Donc vous allez voir, si vous en installez un chez vous, il y a un petit triangle là où vous vous trouvez. Vous êtes ici à Radio Métropole, vous verrez le petit triangle, et puis vous verrez aussi celui du bureau des mines qui est un petit peu plus bas. Et donc vous pouvez comme ça voir dans votre région. Quand est-ce qu'on a installé celui du bureau des mines? On l'a installé il y a une semaine exactement. Et qu'est-ce que ça a donné, ingénieur Petit? Bon, le premier séisme a été enregistré dimanche. Ah. Donc c'est un bon signal, un très bon départ. Ok. Et vous avez dit que le prix, c'est $350. C'est $350 US. Alors après, ça c'est le prix de la boîte toute seule. Il y a quelques coûts supplémentaires qui sont liés au transport. Il faut le faire venir, ils sont fabriqués au Panama, il faut le faire venir jusqu'à Port-au-Prince, enfin jusqu'à Haïti. Donc si on met tout bout à bout, on arrive à un peu plus de $350. Mais la boîte elle-même, les sismomètres lui-même, voilà le coût. Et moi, Donc vous encouragez les gens apparemment. J'encourage les gens à être curieux de leur environnement et à se donner des moyens qui ne sont pas énormes ici, de s'informer, de comprendre ce qui se passe, de démystifier finalement cette affaire. Est-ce que ça donne la magnitude? Non, ça ne donne pas la magnitude. Par contre, ce que vous verrez, c'est qu'avec un petit peu d'habitude, quand vous aurez vu quelques séismes dans votre zone, eh bien, très facilement, vous arriverez à dire « Ah, celui-là est plus gros que celui-là » et vous arriverez même à dire « Celui-là est plus loin que celui-là ». Okay. Donc il y a quelques informations comme ça qu'on peut facilement mettre en place. Donc moi, j'encourage les auditeurs et téléspectateurs à me contacter, à contacter Claude Préti. Je pense qu'il sera d'accord aussi pour les aiguiller vers le site où on peut trouver cette information, les aider à installer, les aider à comprendre les informations qu'ils observent. Donc ils n'hésitent pas à nous contacter. Claude, je m'excuse de parler en ton nom, mais je pense que tu es d'accord. Soit directement, on n'est pas très compliqué à trouver sur Google ou bien via Métropole. Merci. Ingénieur Petit, dans l'explication que tu as baillée tout à l'heure, où tu dit que même qui quantité séisme qui est enregistré en 2018, ou constater un regain d'intensité au niveau du nord, de la faille du nord. Vous avez mal compris? Non, on dit que même quantité que nous avons enregistrées pour l'année, tu dis 59? Après, une cinquantaine de tremblements de terre, de magnitude comprise entre 2,8 et 5,9. Pour le nord? Ça concernait le nord? Non. En général, sur tout Haïti. Ah, ok. Maintenant, qui répartition que ce coup-ça a gagné sur tout le territoire national? On dit que dans la cinquantaine, il y a 49% qui est localisé dans le Grand Nord. L'homme du Grand Nord, là, c'est nord-ouest, nord et nord-est. 37% pour la presqu'île du Sud, avec une concentration au niveau du département des Nip et de l'étang Saumâtre. Et puis, il y a 14% qui était, c'est dans la zone golfe de la Gonave, en face de Gonaïve. Ok. Qui ça veut dire pour Grand Nord là? Bon. Si c'est là qu'il y a plus. Regardez bien, depuis le commencement de l'année, ces zones-là, bon, c'est pas nouveau, hein, parce que chaque année, nous faisons bilan tout. Est-ce que toujours comme ça? Toujours comme ça. Qui prouvait justement en raison de failles qui passaient dans le nord, la faille septentrionale et la faille nord-espagnole, donc une activité sismique dans la zone. Ensuite, ça pas différent de l'autre année autour pour la presqu'île du Sud. Parce que justement, il y a une faille qui passait dans toute la presqu'île du Sud. Là. Donc, il y a un alignement d'épicentres tout au long de failles. Et chaque année, nous recevons l'information. Ça veut dire que ce sont des failles actives, c'est des failles qui ont bougé. Donc, il y a une sismicité qui est créée autour de zones zéro. C'est ça l'information. Alors, pour me retourner à la question avant pause là, vous pensez que il y a des efforts véritables qui sont faits et par exemple en termes de séances de simulation, il y a des côtés que ça a pile d'importance pour l'autorité. Est-ce que vous sentez que ça fait de la capacité? Bon, à ma connaissance, il y a 3 exercices, 3 séances de simulation qui sont faites dans le Nord, par le PNUD, la protection civile, avec l'autre partenaire.
Donc, tu as participé là-dedans. Donc, gain sous tremblement de terre, gain sous tsunami. Donc, il fait 3. Mais ce sont des choses qui coûtent cher. Pour préparer ou exercice de simulation, ce n'est pas du jour au lendemain où vous décidez. Il faut que tout acteur participe, parce que c'est l'acteur qui fait exercice de simulation. Pour faire simulation, il faut avoir un plan de contingence. Parce qu'on ne peut pas capable de faire simulation comme ça, sans qu'on n'ait pas un plan. C'est tester quoi, tester plan. Ou un plan, on dit que qui est acteur qui est dans le plan, qui est partenaire qui fait quoi, où, quand, et de quelle manière, qu'on a dit nous pouvons le tester. Nous testons pour nous voir qui faiblesse que le gagne, qui lacune que le gagne, qui côté que nous réussit, qui ça pour nous corriger. Et ensuite, une fois qu'on fait exercice de simulation, nous chita, nous faire restitution à chaud, ensuite à froid. Toute expérience, tout ça que toute donnée qu'on gagne ou rapporter, et puis on connaît là qui améliorer le plan de contingence là pour l'avenir. C'est ça l'objectif de l'exercice de simulation. C'est améliorer le plan de contingence là pour que tout acteur qui fait partie de plan, qui rôle pour jouer le qui tremblement de terre. Et ensuite, élèves, sous privilégiés par exemple les écoles, soit évacués pour exercice de simulation pour tsunami, j'ai été fait dans le nord. Donc, pour qui gens élèves, qui comportement qu'ils ont pour évacuation. Donc, c'est juste un test qu'on fait, c'est ça, on simuler. Son pièce théâtre, quoi, vous voulez tout le monde participer là-dedans. Et puis, après ça, nous chita pour nous dire que, mais ça qui est marché, mais ça qui n'est pas marché, on porte correction sur tel aspect, sur tel autre aspect. Ok, bon, je vais insister sur ça parce que l'autre pays, quand même, il fait de ça en priorité, même si on dit que ça coûte de l'argent. Et pour un phénomène que nous n'avons pas d'habitude avec, en tout cas, la génération pas, nous pas d'habitude avec la question de tremblement de terre, encore moins cette tsunami. Et il est important quand même que l'autorité frontière, il faut penser à ça. Bon, il faut que nous démocratiser pour que chaque école, chaque année, il y a des exercices qui fait, apprendre à évacuer les vieux. Nous avons souhaité que pratique ça, il répande davantage dans l'école. Pour que ce n'est pas peut-être chaque 2 ans, chaque 3 ans, on fait un exercice de simulation dans une zone donnée. Donc il faut que nous fassions les grandeurs nature. Ingénieur Prepti, tu conseillé d'incidents qui étaient enregistrés avant 12 janvier, côté que Timoun t'a sauté sous mule dans l'école, volé en bas à cause du tremblement de terre. En fait, terre qui apparemment t'a tremblé, nous ne connaissons pas. Ça n'a pas un rapport avec le gros séisme de janvier 2010, non? Non, ce n'est pas de quoi fait avant 12 janvier, ça fait après 12 janvier. Tu as l'école qui était tombée, Néret. Néret est tombée, tu as l'école encore qui l'école n'a pas tombé. Mais parlons de tremblement de terre, ou mouvement qui fait, côté que Timoun dans l'école a volé l'école en bas. Non, à ma connaissance, ça fait après 12 janvier, dans le nord-ouest, celui du nord. Dans Port-au-Prince aussi. Tu as un petit secousse tout petit qui fait. Oui. Et puis, bon, élèves sont en haut, ils tombent en bas, ça casse les bras, ça a fait toute la zone, tout le monde. Non, mais avant 12 janvier, il y a un truc qui est fait. Bon, peut-être. Mais à l'époque, il y a été il n'y a même pas de saleté. C'est au tremblement de terre. C'est après 12 janvier, on a assimilé ce coup au tremblement de terre. Et puis, ils ont interprété ça qui passait. Merci, Éric Calais. Merci, Claude Prepti. Mais avant d'aller, ça explique moi que tout directeur bureau des mines buté sous question exploitation anarchique des carrières de sable, notamment de la boule ou de l'imbé et autres. Ou au courant, bien sûr. En quelques mots, dis-nous, quelles difficultés gagnent dans la question ça? Bon, il y a près de 40 ans depuis que je suis l'exploitation. Le premier travail que je fais, c'est la boule. Moi, je me rends compte que le problème n'est pas technique. Le problème est surtout politique. Parce que qui dit exploitation de carrières de sable, des zones qui sont très sensibles, c'est des zones qui sont traversées par des failles. L'autre, la boule. La boule, eh bien, c'est côté que faille l'an passé, qui boit carrière sabio. Donc, c'est des zones, l'on peut exploiter le mal en porte-à-faux, ou bien en sous-cavage, ou entrer en bali. On n'a pas besoin de tremblement de terre pour que il y ait un glissement de terrain. Il suffit que vibration camion est très forte et puis provoquer des glissements de terrain. Et souvent, entrer en bas sable là, on peut exploiter en sous-cavage, ou entrer dans le tunnel là, eh bien, si il y a un éboulement, tout le monde est en dedans. Et ça fait chaque jour. Maintenant, pour exploiter ça, la loi dit qu'il faut qu'on permis d'exploitation. Et le permis d'exploitation est délivré par le Bureau des mines et de l'énergie, avec avis de non-objection du ministère de l'Environnement. Combien ils mettent déjà? Très peu. Parce qu'il y a très peu de monde qui demande le tout. Parce qu'ils mettent en tête qu'à vivre dans un pays où tout est permis, la loi, on ne respecte pas la loi. Donc, on n'est pas capable d'appliquer la loi parce que nous n'avons pas demandé permis. Et maintenant,
monde qui a exploité de facto, lorsqu'on juge de paix, on constate que monde n'a pas de permis, il fait même, eh bien, on rend compte que monde a continué à exploiter parce qu'il n'y a pas de suivi par d'autres institutions. Lorsque vous voyez dossier à la police ou bien par l'autre instance, bon, il ne peut pas occuper monde. Ou bien encore, le plus souvent, c'est l'autorité qui bat un coup de fil, ils disent non, quittez, monsieur, continuez. Il faut me dire que des zones qui ont exploité, c'est des gangs armés qui prennent en otage les zones. Exemple, qui côté? Toute versant nord de l'hôpital. Des Caillettes, Saint-Jude, Sanatorium, tout le long de la rivière Grise. Ils ont sectionné les rivières là, chaque zone a un gang qui contrôle. Et chaque camion qui vient prendre matériaux, le camion ça a payé directement le gang. Alors que il y a des lois de finances qui fixent taxation pour payer à l'État haïtien. L'État pas recevoir comme ça, c'est le monde qui recevra lui-même. Donc ça veut dire que si on parle de gang, quand il y a gang quelque part, c'est que pas gain l'État. Pas gain l'État, parce que les techniciens ne paraissent dans la zone. Monsieur gang, ça recevoir avec des armes de soit besoin, soit venir chercher. Ça crée pour fusiller les techniciens, non, pas rien. Donc pour éviter justement que ça qui passe mal passe l'arrivée avec nous, de tuer, de fusiller les techniciens, bon, nous préférons pas fréquenter la zone, parce que son problème est d'État que lui. Bureau des mines pour qu'on parle, pas faut-il résoudre. Pas gain des côtés, il y a des autorités, des officiels qui ont exploité carrière de sable. Bon, nous dit que des côtés c'est des gangs qui ont exploité. Des côtés c'est des autorités. Des autorités qui sont très bien placées, soit des parlementaires, soit des gens qui sont proches du gouvernement, qui ont exploité. Et les gens qui ont comporté au même genre avec gang. Les techniciens sont arrivés sous carrière, ils viennent contrôler, est-ce qu'on a un permis, est-ce qu'on paye des taxes. Ils ont empêché que les techniciens rentrent sous carrière. Je dis de mon côté qu'on parlementaire qui saisit les véhicules bureau des mines. C'est pas vrai ça? Oui, c'est pas fondé. Oui, c'est vrai que nous vivons, oui. Saisit les machines là? Bon, c'est des techniciens qui arrivent sous carrière et puis l'exploitant dit que soit venir chercher. Par contre, pour qui est-ce carrière ça est? Et puis, l'autorité a été là. Il dit, monsieur, bon, 5 secondes pour quitter carrière. Et puis, comme technicien, il dit, bon, c'est le travail que l'a fait, l'exercice fonctionne. Et puis, il prend la machine là. Il mener dans le commissariat et puis il demandait pour fermer la prison technicien. Ah bon? Et c'est intervention palais national, intervention ministre et PTCA qui fait que la guerre monsieur vers 4h, 5h de l'après-midi. Et puis monsieur Kembe et pick-up là, ou pick-up service de l'État, que le remettre un mois après. Donc ça, c'est un véritable. Comment peut-on mettre de l'ordre? Pas le bon problème non plus, mais si un citoyen a tout pouvoir, ça, il faut d'accord qui s'allie, et son sénateur, un député ou bien un ministre. Bon, son député qui a fait travail ça. Un député. Malgré que les collègues, bon, finalement, bon, j'ai l'impression que. Député a saisi Cléa, il dit carrière sable, c'est pour lui, c'est lui qui a exploité. Oui. Il fait mettre technicien bureau des mines dans la prison. Dans la prison. Qui est entré dans la prison, et puis il a clé machine. Après un mois, il remet lui, il prend tout caoutchouc de rechange, il est en panne, et puis il voit les machines dans tourner. Un parlementaire? Bien sûr, bien sûr. On va connaître dans quelle zone ça passe? Bon, c'est dans le nord. Dans le nord, ok. Nous allons insister. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Régine Pripti. Donc ça permet quand même d'avoir une idée de... Donc encore une fois, le problème n'est pas technique. Il est plutôt politique. Politique, parce que pour chaque zone, il y a des rapports qui sont faits. Des rapports très techniques qui disent qui carrière qui est capable d'exploiter sans problème, qui carrière qui mérite fermer parce que c'est un danger pour route ou bien pour pylône électrique. Mais malheureusement, nous ne sommes pas capables d'arriver à fermer carrière pour nous fermer parce qu'il y a des problèmes politiques. Merci beaucoup. Vous avez un dernier mot, Eric? J'encourage à nouveau, je reviens sur cette... alors, d'abord, je trouve que c'est ce que vient de décrire Claude est bien triste, bien sûr. Donc, en contraste, je dirais, regardons des choses peut-être un peu plus constructives, positives, qu'on peut faire pour s'informer en tant que citoyen. Soyons des citoyens curieux des séismes en Haïti et équipons-nous de ces petits instruments. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On espère avoir été très utile ce matin. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.